Bonjour, mon nom est Luc Bordelot. Je vous souhaite la bienvenue au nom du Mouvement pour une démocratie nouvelle, le MDN. Le MDN a décidé de produire une série de webinaires sur différents aspects liés à la réforme du mode de scrutin. Par ces webinaires, nous souhaitons fournir une information accessible et abordable sur la problématique de la réforme du mode de scrutin aux membres et sympathisants ainsi qu'à toute autre personne intéressée à ce sujet. Et on compte un total de 5 webinaires à l'heure actuelle. Le premier porte sur le concept de démocratie, les régimes politiques et leurs liens avec les modes de scrutin. Le deuxième webinaire touche le mode de scrutin actuel au Québec et au Canada, c'est-à-dire le système majoritaire uninominal à un tour. Nous verrons ce qu'il en est et aussi nous le critiquerons. Le troisième webinaire porte sur les alternatives au mode de scrutin actuel, c'est-à-dire essentiellement les modes de scrutin de la famille proportionnelle ainsi que les modes mixtes, qui combinent des aspects de la famille majoritaire et des aspects de la famille proportionnelle. Le quatrième webinaire porte sur les tentatives passées au Québec, au Canada et dans certaines provinces canadiennes de réforme du mode de scrutin. Tentatives qui ont toutes échoué jusqu'à maintenant, mais les perspectives à court terme sont meilleures. Et enfin, le dernier webinaire, le cinquième, touchera et exposera le modèle proposé pour le Québec par le MDN, ses partenaires et des partis politiques, c'est-à-dire le mode de scrutin proportionnel mixte compensatoire. Le contenu des webinaires est accessible à partir de nos plateformes, site web du Mouvement Démocratie Nouvelle, site web de la campagne Chaque voix compte et notre chaîne YouTube, etc. Nous espérons que le contenu vous sera utile et permettra de répondre à vos questions. Il sera d'ailleurs revisé périodiquement car ce dossier évolue très rapidement et à cet effet, vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Bon visionnement. On débute maintenant par les objectifs de ce webinaire. Premier objectif, décrire notre mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, son fonctionnement, ses origines, et présenter les distorsions et effets pervers générés par ce mode de scrutin. Pour atteindre ces deux objectifs, nous allons couvrir le contenu suivant. Voir l'origine de notre mode de scrutin, qui en fait est un héritage colonial britannique, décrire son fonctionnement, identifier les distorsions qu'amène l'application de ce mode de scrutin et enfin constater les autres effets pervers associés à l'application de ce mode de scrutin, que ce soit au niveau politique ou social. Donc, le mode de scrutin uninominal à un tour n'est qu'un mode de scrutin parmi d'autres. Et les modes de scrutin dans le monde se divisent en 3 grands types ou familles. Il y a les modes de scrutin de la famille majoritaire, dont fait partie le mode de scrutin uninominal à un tour. C'est les modes de scrutin qui, en général, présentent la moins bonne proportionnalité entre les pourcentages de suffrages exprimés pour un ou l'autre parti politique et le pourcentage des élus pour l'un ou l'autre des partis politiques. À l'autre extrémité, il y a la famille proportionnelle, dont la proportionnelle nationale présente le plus grand arrimage ou proportionnalité entre le pourcentage des suffrages exprimés dans une élection et le pourcentage d'élus pour l'un et l'autre parti. Entre les deux, il y a la famille des modes de scrutin mixtes, dont le mix compensatoire qui est proposé pour le Québec par le Mouvement Démocratie Nouvelle, qui fera l'objet d'un autre webinaire, et qui généralement combine des caractéristiques d'un mode de scrutin de la famille majoritaire et d'un mode de scrutin de la famille proportionnelle. Pour revenir au mode de scrutin uninominal à 1 ou 2 tours, dans le monde, il y a plusieurs pays où ces modes de scrutin sont en application et on constate que la grande majorité sont d'anciennes colonies britanniques, des pays qui font aujourd'hui partie du Commonwealth, pour la majorité, sauf les États-Unis d'Amérique. Donc, le Royaume-Uni,
le Canada, les États-Unis, l'Inde et d'anciennes colonies britanniques d'Afrique qui sont maintenant des pays africains indépendants. Et il y a d'autres cas, par exemple, un peu isolés, Malaisie par exemple, ou d'autres pays, mais en grande majorité, on parle de pays qui ont vécu, qui ont été conquis par le Royaume-Uni, qui ont vécu dans un système politique ou qui ont hérité d'un système politique de type britannique. Il y a aussi des pays qui ont un système uninominal à 2 tours, comme la France, l'Iran et Haïti, mais ça aussi, ça fera partie d'un autre webinaire. Donc, comment fonctionne notre mode de scrutin actuel? C'est, comme on l'a dit, un mode de scrutin de famille majoritaire. Lors d'une élection, un électeur ou une électrice dispose d'un seul vote pour un seul candidat ou candidate dans une seule circonscription. Le gagnant de l'élection dans une circonscription est le candidat ou la candidate qui a obtenu le plus de votes, peu importe sa majorité. Donc, on n'exige pas une majorité absolue de 50% plus 1. Il suffit d'avoir obtenu un vote de plus que le candidat ou la candidate qui nous suit immédiatement. Au niveau du Québec dans son entier, le résultat de l'élection est obtenu par l'addition des résultats des 125 élections particulières dans autant de circonscriptions. Et le parti gagnant est celui qui remporte le plus de sièges, mais pas nécessairement 50% plus un des sièges. S'il y a 50% plus un des sièges, on parle d'un gouvernement majoritaire. S'il y a moins de 50% plus un, on parle d'un gouvernement minoritaire, qui est une situation assez rare dans notre système. On va voir des exemples plus tard. Donc, le jour d'une élection, il y a un bulletin de vote où apparaissent le nom des candidats et de leur parti, mais il y a aussi possibilité qu'il y ait des candidats indépendants, donc non affiliés à aucun parti. Et l'électeur vote pour le candidat ou la candidate de son choix, et celui qui obtient le plus de voix, par exemple, dans ce cas-ci, c'est ce candidat qui est élu. Et un parti a le même nombre de sièges à l'Assemblée nationale que le candidat élu sous sa bannière. Au niveau des distorsions constatées par l'application de notre mode de scrutin, on en distingue 3. La sur- ou sous-représentation de partis ou courants politiques. Dans les cas extrêmes, un renversement de la volonté populaire, c'est-à-dire une situation où un parti obtient plus de voix que son adversaire, mais malgré tout perd l'élection parce que cet adversaire a obtenu plus de sièges, plus de députés. Et le fait que notre mode de scrutin favorise la création de monopoles régionaux, c'est-à-dire de situations dans une région où un parti obtient la totalité des sièges ou la quasi-totalité, même s'il n'a pas nécessairement une majorité de voix dans cette région, une majorité absolue, c'est-à-dire 50% plus 1. Donnons des exemples de chacune de ces situations. Au niveau de la sur- ou sous-représentation, on n'a pas besoin d'aller loin. L'élection de 2014 au Québec, le Parti libéral du Québec obtient 41,5% des voix, le Parti québécois 25,4%, la coalition Avenir Québec 23%, Québec solidaire 7,6% et les autres petits partis 2,5%, Option nationale, Parti vert par exemple, et ainsi que des candidats indépendants. Donc, en termes de résultats, si on avait un résultat proportionnel, on dirait, bien, ce qui va arriver, c'est que le Parti libéral va former le gouvernement, mais ce sera un gouvernement minoritaire, parce que les partis d'opposition obtiennent la majorité des voix. Eh bien non. En termes de sièges occupés par chaque parti, le Parti libéral du Québec obtient 56% des sièges, donc surreprésentation importante par rapport à son pourcentage de voix. Le Parti québécois, 24% des sièges, sous-représentation, mais quand même assez légère par rapport au pourcentage de voix obtenu, alors que la coalition Avenir Québec et Québec solidaire sont fortement sous-représentés par rapport au pourcentage de voix obtenu et que les autres petits partis ne sont pas représentés du tout.
Il est intéressant de noter qu'au fédéral, c'est à peu près la même situation, même pire, où le Parti libéral du Canada, avec le premier ministre Trudeau, forme un gouvernement majoritaire à Ottawa en ayant seulement obtenu 39,5% des votes exprimés. Renversement de la volonté populaire, c'est arrivé il y a 20 ans au Québec, en 1998. Qu'est-ce qu'on voit? Au niveau du suffrage populaire, le Parti libéral du Québec obtient 43,5% des voix, le Parti québécois 42,9%, l'Action démocratique du Québec, l'ancêtre de la coalition Avenir Québec, 11,8%, les autres partis, 1,8%. Donc, on pourrait dire, dans une logique proportionnelle, c'est normalement le Parti libéral qui aurait dû gagner l'élection. Eh bien non. Le Parti québécois, malgré qu'il ait moins de voix que le Parti libéral au global, obtient tout de même 60,8% du nombre de sièges. Le Parti libéral, 38,4%, donc forte sous-représentation. Et l'Action démocratique du Québec, 0,8% seulement. Un seul siège, c'était Mario Dumont à l'époque. Donc, on voit qu'il y a une forte distorsion entre le résultat en termes de sièges obtenus par rapport à la volonté populaire, allant jusqu'au renversement de la volonté populaire. Les monopoles régionaux, nous donnerons 2 exemples. En 2012, en Abitibi-Témiscamingue, 3 circonscriptions. Le Parti québécois, en moyenne, dans les 3 circonscriptions, obtient 41,2% des votes. Le Parti libéral, 26,1%. Coalition Avenir Québec, 20,8%. Québec solidaire, 6,8%. Et autres partis, 5,1%. Or, au niveau des résultats, c'est le Parti québécois qui remporte les 3 sièges, donc 100% des sièges de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que dans chacune des 3 circonscriptions, c'est son candidat qui a obtenu le plus de votes que le candidat du parti adverse. 2014, Mauricie, 5 circonscriptions, situation relativement similaire, mais encore plus accentuée. Parti libéral obtient en moyenne 39% des voix dans les 5 circonscriptions. Parti québécois, 27,6%. La coalition Avenir Québec, 26,1%. Québec solidaire, 6%. Or, les 5 circonscriptions sont occupées par des députés libéraux. Et ce scénario va se répéter dans plusieurs autres régions. On sait que des régions, par exemple, comme l'Outaouais, qui sont des quasi-monopoles du Parti libéral, la Côte-Nord pour le Parti québécois, et peut-être dans le futur, il y aura d'autres régions qui seront des monopoles pour la coalition Avenir Québec. Considérons maintenant les autres effets pervers associés à notre mode de scrutin, peut-être moins évidents que les distorsions que nous venons de reviser, mais tout aussi réels. Le fait que le choix du premier ministre soit fait par une infime minorité de la population, le fait que le bipartisme soit favorisé, que les alliances soient difficiles à conclure entre partis politiques, la faible présence des femmes, présence faible également des minorités culturelles et Premières Nations, la baisse de la participation électorale, la question des votes perdus et la disparité du nombre moyen de votes requis pour obtenir un siège. Allons plus en détail pour ces phénomènes. Comment devient-on premier ministre? Prenons l'exemple du premier ministre actuel, M. Philippe Couillard. Il a été élu chef du Parti libéral du Québec en 2013 par 1391 votes, qui étaient 58% des votes des 2377 délégués au congrès de son parti à la chefferie. Deuxième étape, il a été élu député dans la circonscription de Roberval le 7 avril 2014 lors de l'élection générale en obtenant 17 816 votes, c'est-à-dire 55,2% des votes exercés valides ou 39,5% des inscrits dans sa circonscription, ce qui correspondait à moins de 1% des bulletins valides à l'échelle du Québec. Le même jour, le Parti libéral du Québec remporte l'élection générale avec
1 757 071 votes, soit 41,5% des votes exercés valides, comme on l'a vu plus tôt, mais ne correspondant qu'à 29,2% des inscrits. Et enfin, M. Couillard est assermenté comme premier ministre à la tête d'un gouvernement majoritaire. Majoritaire pourquoi? Parce que le Parti libéral a remporté 70 sièges, soit 56% des 125 sièges de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons un premier ministre qui a obtenu, dans la réalité, moins de 20 000 votes, si on combine les votes pour la chefferie et pour son élection en tant que député, de Québécois ou Québécoises qui ne se sont en fait jamais eu l'occasion de se prononcer directement sur le fait qu'il pourrait être le meilleur premier ministre. Il est devenu premier ministre de façon automatique par la mécanique de notre système électoral qui fait que le chef du parti qui a le plus de députés devient le premier ministre. Le bipartisme. Le système électoral uninominal à un tour provient de la Grande-Bretagne et il a été créé en vue de favoriser le bipartisme. C'est-à-dire que deux partis sont dominants et s'échangent périodiquement le pouvoir. En Grande-Bretagne, c'était les Whigs et les Tories, les ancêtres des travaillistes et conservateurs. Et au Québec et au Canada, on a importé le même pattern, qui fait qu'au fédéral, les libéraux et les conservateurs s'échangent le pouvoir depuis 1867. Et au Québec, le PLQ, le Parti libéral du Québec, et le Parti québécois s'échangent le pouvoir depuis 1970. Et avant, c'était le Parti libéral et l'Union nationale. Et avant, comme au fédéral, c'était des libéraux et des conservateurs. Et les tiers partis, comme le NPD au fédéral, les Verts, sont toujours demeurés justement des tiers partis et n'ont jamais pu briser cette domination conjointe des deux grands partis. Si un nouveau parti émerge et a du succès, c'est au détriment d'un autre qui le remplace. Par exemple, l'Union nationale qui prend la place du Parti conservateur en 1936 et le Parti québécois qui prend la place de l'Union nationale en 1976. Parce que dans un contexte de bipartisme, le parti gagnant est fortement surreprésenté. Le parti qui forme l'opposition officielle, c'est-à-dire le deuxième parti, est généralement sous-représenté. Mais les autres partis d'opposition sont toujours fortement sous-représentés et ils ont beaucoup de difficultés à percer ce mur qui leur permettrait de devenir un des deux aspirants au pouvoir. Et la seule façon de le faire, justement, c'est d'éliminer le parti qui formait l'opposition officielle auparavant. À l'heure actuelle, il y a de nouveaux partis qui sont nés et qui perdurent malgré le fait qu'ils soient très désavantagés par notre système. On parle de la coalition Avenir-Québec, de Québec solidaire, des Verts, etc. Donc, au niveau social, nous sommes dans un contexte de multipartisme qui reflète la diversité des opinions au niveau de notre population, mais toujours pris dans un carcan d'un mode de scrutin qui favorise le bipartisme. Au niveau des alliances et coalitions, ça a également l'effet pervers que l'objectif visé par un gouvernement est toujours de former un gouvernement, par un parti politique, est toujours de former un gouvernement majoritaire. Si un gouvernement minoritaire est élu, le réflexe est de provoquer le plus tôt possible une nouvelle élection et non de tenter de former un gouvernement de coalition, qui pourtant pourrait être une solution très valable, qui démontrerait un respect de la volonté populaire. Deux exemples. En 2007 et 2012, le Parti libéral et le Parti québécois, respectivement, sont élus, mais de façon minoritaire. Ils ne tentent pas de former un gouvernement de coalition avec un des partis d'opposition, qui aurait pu être la coalition Avenir Québec, Québec solidaire en 2012 ou l'ADQ en 2007, mais ils s'empressent, sous des prétextes un peu farfelus, de provoquer une nouvelle élection. En 2008, pour le PLQ, il gagne son pari, il reforme un gouvernement majoritaire.
Pour le Parti québécois en 2014, ce sera un pari perdu, parce que plutôt que de former un autre gouvernement minoritaire, il perdra l'élection carrément, et c'est le Parti libéral du Québec qui redeviendra au pouvoir avec un gouvernement majoritaire. Donc, avec un mode de scrutin où un parti minoritaire en voix peut espérer former un gouvernement majoritaire, ce qui est la situation de la très grande majorité des gouvernements depuis plusieurs années, il y a plus d'incitatifs à fusionner des partis d'opposition qu'à forger des alliances durables, parce en fusionnant des partis d'opposition, on peut espérer devenir un des partis dominants, un des partis dans le système bipartiste. Donc, l'Aérienne et le Parti québécois vont joindre leurs forces en 1968. Pas vraiment une fusion, c'est plutôt l'Aérienne va se saborder et inviter ses membres à joindre le Parti québécois. L'ADQ et la coalition Avenir Québec vont fusionner en 2012. L'exemple le plus récent, Option nationale et Québec solidaire qui fusionnent en 2017. Au niveau de l'élection des femmes, comme on peut le constater, la progression a été très lente et a pris beaucoup de temps, malgré le fait que les femmes aient le droit de vote depuis l'élection de 1944 au Québec. La première élue ne l'a été qu'en 1960. Et ce n'est qu'en 1976 qu'il y a eu plus qu'une femme élue. Après ça, ça a progressé lentement, jusqu'à atteindre un plateau autour de 30% depuis les années 2000, et on voit que ça fluctue, ça peut descendre en bas de 30%, par exemple en 2007, 2008 et 2014. Et c'est sûr que notre système majoritaire uninominal à un tour, historiquement, a favorisé l'élection de députés avec des profils, disons, conventionnels, et traditionnellement au Québec, bien, c'était un homme dans la professionnelle d'âge moyen. Et ce pattern est en train de changer, mais comme on peut le voir, c'est très long. Et on a atteint un genre de plafond de verre. Alors qu'au niveau de la participation, dans les années 60, ça tournait autour de 80% avec des fluctuations. Et il abaisse depuis ce temps-là. On est descendu aussi bas que 57,4% en 2008 et on tourne autour de 70% depuis les années 2000. Les raisons en sont sans doute multiples, mais on peut supposer qu'une des raisons, c'est le fait qu'il y a plusieurs votes perdus dans plusieurs circonscriptions au Québec, c'est-à-dire des gens savent d'avance que dans le comté où ils sont situés, s'ils votent pour tel ou tel parti, ça n'aura aucune influence sur le résultat final, parce que ce sont des bastions d'un autre parti politique. Et statistiquement, ça se démontre. Les votes perdus à l'élection de 2014, c'est-à-dire les votes qui n'ont servi à faire élire aucun député, dépassent 50% dans la grande majorité des régions du Québec, et même dans certaines régions, ça dépasse 60%. Il n'y a pas d'impact régional ou national à un vote dans une circonscription. L'impact est toujours uniquement local. On peut le voir également par le nombre de votes requis pour obtenir un siège au Québec. En 2014, pour obtenir un siège, les libéraux avaient besoin en moyenne de 25 101 voix. Le Parti québécois de 35 804 voix. La coalition Avenir Québec de 44 346 voix et Québec solidaire de 107 708 voix. C'est-à-dire qu'en pratique, le nombre total de voix obtenues par Québec solidaire au Québec divisé par le nombre de circonscriptions qu'ils ont gagnées, c'est-à-dire 3, bien, ça faisait une moyenne de 107 000 voix. Et il y en a d'autres qui sont encore plus mal lotis, c'est-à-dire des partis politiques qui ont obtenu des dizaines de milliers de voix, comme le Parti vert ou Option nationale, mais n'ont fait élire aucun député. Les crédits pour ce webinaire à plusieurs personnes: Luc Bordelot pour le contenu et la présentation, Guillaume Bazire, graphiste, capture vidéo et montage, Marie-Claude Bertrand et Alain Lançon, révision,
et Jean-Sébastien Dufresne et Mercedes Roberge qui ont fourni le matériel de base à ce travail. Nous espérons que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à partager cette vidéo. Pour en savoir davantage, il y a plusieurs moyens. Consultez le site web du Mouvement Démocratie Nouvelle, le site web de la campagne Chaque voix compte. Nous sommes également présents sur tous les réseaux sociaux. Il y a également nos publications écrites. Par exemple, un dépliant qui résume la problématique de la réforme du mode de scrutin en quelques pages. La publication de 2017, une réforme électorale au Québec, dans laquelle des acteurs et personnalités de différents domaines nous disent pourquoi, pour elles, la réforme du mode de scrutin est importante dans leur secteur d'activité. Et plus récemment encore, le rapport de la tournée des forums citoyens de l'automne 2017 qui contient nos plus récentes recommandations sur le modèle proposé pour le Québec. Il y a aussi des comités régionaux du Mouvement Démocratie Nouvelle. C'est un moyen de s'impliquer directement. Les coordonnées sont disponibles au bureau du MDN que vous pouvez contacter par téléphone ou par courriel. Merci encore et au prochain webinaire.